mesdames, messieurs, bonsoir et je suis très content d'être ici parmi vous pour, en 8 minutes, parler des 8 points, selon moi, importants en ce qui concerne Ageas. Nous sommes un assureur international coté en bourse sur Euronext. Nous sommes dans le top 20 des assureurs en Europe, on peut dire plutôt la place 12-13, 37 millions de clients. On a une valeur boursière, comme vous le savez, ça change de temps en temps, mais aux alentours de 7,5 milliards. Nous avons 45 000 collaborateurs dans les pays où nous sommes. Nous avons, en principe, jeudi, lors de l'Assemblée générale, demandé l'accord aux actionnaires de payer un dividende qui, sur la totalité de l'année, s'élève à 2,65 € brut et nous avons un chiffre d'affaires de 36 milliards. Où sommes-nous? Nous sommes en Europe et en Asie. On a choisi d'être dans des pays où nous avons une position très ferme, top 3 de préférence. Donc nous sommes le numéro 1 indispensable en Belgique avec un part de marché de l'ordre de 26%. Nous sommes deuxième au Portugal avec un part de marché de l'ordre de 22%. En Angleterre, un grand assureur en automobile avec plus ou moins 500 000 voitures. Troisième en Turquie, en non-vie. Et ensuite, en Asie, nous sommes présents dans 9 pays. Numéro 5 en Chine, numéro 2 en Thaïlande, numéro 3 en Malaisie. Ensuite, des positions plutôt en croissance en Inde, aux Philippines, Vietnam, Laos, Cambodge et Singapour. Et donc, la combinaison des pays en Europe où nous avons des résultats qui permettent de payer des dividendes et la croissance qu'on trouve en Asie font de Ageas une compagnie qui, selon nous, a un bon équilibre entre dividendes et croissance. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des produits toute gamme, aussi bien d'assurance vie, couverture d'essai, constitution d'une pension, épargne, aussi la protection de la voiture, de la maison, de la famille et autres, vis-à-vis des clients particuliers, des indépendants, des PME et aussi des grandes entreprises, et par les différents canaux de distribution, c'est-à-dire des agents, des courtiers, des banques et aussi en direct, un peu selon les besoins, les demandes des clients dans les différents pays où nous sommes. Notre stratégie est prise en une feuille et c'est ça qu'on donne à nos collaborateurs partout au sein du groupe. D'abord, nous essayons d'être un supporter de la vie de nos 5 parties intéressantes et qui nous intéressent, pour lesquelles on veut être vraiment pour eux. C'est bien sûr d'abord les clients, ensuite les employés, aussi les investisseurs, aussi bien dans la dette que dans l'action, pour les partenaires avec lesquels on travaille et finalement aussi, et j'y reviens à la fin, vis-à-vis de la société. Nous avons 4 valeurs, on utilise ces valeurs partout dans le groupe. En anglais, care, dare, deliver, share, ou surtout le dare. Oser prendre l'initiative est quelque chose qu'on essaye de stimuler au sein du groupe et vous comprenez que pour un assureur, dire aux gens qu'ils peuvent prendre des risques, c'est d'une part partie de notre métier, de l'autre part, notre superviseur est de temps en temps inquiet que ça va mener à des prises de risques trop exagérées, mais je pense que notre historique a montré qu'on est relativement prudente. Ce que nous demandons de nos 14 compagnies, c'est qu'ils essayent de créer une expérience exceptionnelle pour nos clients, en allant plus loin que la pure assurance de la maison, de la voiture, de préparer de pension, mais aussi de travailler de plus en plus sur la prévention et l'assistance, de le faire avec tous les moyens technologiques dont on dispose, donc l'intelligence artificielle, le robotics, chatbot et autres, là où ça aide à augmenter l'expérience du client, et de le faire avec des partenaires, avec des alliances, parce que nous n'avons pas toutes les connaissances au sein de notre groupe, donc là où on les manque, on essaie de trouver des partenaires. En plus de ça, comme groupe, on veut être plus que la somme de ces 14 pays, et c'est là où on cherche ce qu'on appelle des synergies intelligentes. Donc on n'a jamais utilisé le mot cost-cutting. On dit non, on cherche de faire mieux que la somme de toutes les entreprises en apportant des belles expériences de la Belgique vers l'Asie, d'utiliser ce qui marche en Chine, au Portugal, et comme ça on essaye de créer un groupe qui vaut plus que, comme je disais, la somme des 14. On donne aussi une autonomie très grande aux opérations locales. Donc on ne va pas dire à Bruxelles quel produit à quel prix, à quel client, par quelle distribution. Les gens sur place sont
des experts qui connaissent le mieux et on essaye de le stimuler. Et vous voyez à droite les éléments qu'on promet à nos actionnaires en termes de, disons, des objectifs financiers. C'est là, par exemple, où vous pouvez voir qu'on essaye et qu'on l'a fait pendant 12 ans, de payer au moins 50% des bénéfices comme dividende. Ça se montre ici, vous voyez ce qu'on appelle le top line, hein, donc l'encaissement en prime, où au travers des 10 dernières années, on a eu une croissance année après année de 9%, et comme vous voyez, c'est surtout la partie en rouge, hein, l'Asie, où on a trouvé la croissance, qu'on a moins en Europe, dans l'industrie dans sa totalité. Et si on prend le bénéfice, en éliminant les positifs exceptionnels, les négatifs exceptionnels, on a une croissance qui est similaire, aussi plus 9%. Vous voyez la barre en vert, ce qui est la Belgique, qui est très solide, et ensuite la partie croissante en Asie. Et comme conséquence de tout ça, on a connu une croissance de notre action. Ici, on ajoute les dividendes et les share buyback. On arrive à un rendement annuel de l'ordre de 22% année après année comme total shareholder return. Nous avons aussi assumé notre rôle vis-à-vis de la société. Et là, on a souscrit, par exemple, 10 des 17 objectifs des Nations Unies. Nous avons une politique d'investissement qui veut dire qu'on n'investit plus en armes, en tabac ou en charbon. En interparking, on a des machines pour éliminer les particules fines et tout ça. Nous avons construit 200 écoles en Flandre qui sont complètement avec des matériaux durables pour, en effet, aider aussi à supporter toutes les actions en termes de climat. Et on est aussi une compagnie qui n'est jamais à l'arrêt. Ici, vous voyez qu'en effet, mon mandat se termine ce jeudi. Je deviendrai président du groupe et c'est notre CEO belge, Hans de Kuiper, qui va prendre ma succession et Hans lui-même sera succédé par Heidi de Lobel, donc une femme à la tête AG Insurance. Nous avons aussi communiqué récemment une prise de participation de 25% dans un réassureur chinois avec notre partenaire chinois avec lequel on travaille depuis 2001. Nous avons augmenté notre stake en Inde de 26 à 29. Comme je disais, le dividende sera payé si les actionnaires l'acceptent. Et on a aussi, c'est plutôt petit en bas, eu un jugement positif dans tout ce qui était le dernier dossier Fortis. Et avec le Fortis Settlement, on peut dire que tous les litiges du passé, tous les restants du passé de Fortis ont été clôturés avec un résultat, j'espère aussi pour les actionnaires dans la salle, avec une certaine satisfaction. Je suis à 5 secondes de la fin. Je vous remercie pas uniquement pour m'avoir écouté, mais aussi pour beaucoup parmi vous qui ont été très fidèles à la compagnie et je ne peux que vous remercier pour ça. Grand merci et à la prochaine. Merci Monsieur De Smet. C'est vrai que vous allez donc partir dans quelques jours. Bon, vous serez encore président de la société. Certains se demandent si la stratégie va changer, parce qu'on a vu ici sur très peu de temps, hein, on a vu par exemple que vous vendiez ici donc, une joint venture donc, du Royaume-Uni. Vous l'avez expliqué, donc vous avez pris donc 25% donc dans un réassureur donc chinois. Il y a aussi une opération donc en Inde. Est-ce que c'est déjà des décisions plutôt prises par votre successeur ou c'était des décisions déjà donc dans les caisses depuis plusieurs semaines? Non. D'abord, des opérations pareilles comme en Inde, en Chine, sont des opérations qui se préparent souvent déjà il y a 2 ans. Hein. Donc en Inde, les gens dans la salle ou les collègues qui ont l'expérience travaillée en Inde savent que ça ne va pas toujours si vite, hein, ça prend du temps. Et surtout, une fois qu'on est d'accord, entre être d'accord et mettre tout ça sur papier, il y a encore plusieurs mois qui passent. Donc ce sont des dossiers qui ont été préparés il y a un certain temps, mais par exemple, mon successeur faisait partie du management comité de AGEAS, hein, où on est 9 personnes, et toutes ces décisions sont prises d'abord en consensus, et aussi avec l'accord du board. Donc ça veut dire qu'il
il y aura certainement encore des opérations qui vont suivre dans les mois, les trimestres qui viennent, qui sont déjà en préparation d'il y a un certain temps. Au niveau stratégie, il y a aussi un nouveau cycle qui commence. Tous les 3 ans, on essaye quand même de rafraîchir. Et entre-temps, pendant les 3 ans, on corrige là où c'est nécessaire. Et là, c'est bien sûr mon successeur qui va prendre à 100% le lead pour la préparation et la présenter au conseil. Et moi, j'ai aussi dit récemment dans la presse, j'espère honnêtement que d'ici 3 ans, AGEAS sera différent d'AGEAS d'aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ça faudrait dire qu'on n'a pas bougé. Mais avec des accents mis sur différentes régions, parce que bon, on voit effectivement que l'Asie prend de l'ampleur. Ouais. Certaines personnes dans la salle m'ont demandé, tiens, est-ce que plus tard vous allez faire une IPO de ces activités non, c'est toujours difficile de dire ce que le futur va apporter, mais il y a une chose qui est claire, et c'est quelque chose qu'on a déjà annoncé il y a 2 ans, quand on a déclaré la stratégie Connect 21, de dire qu'on est quand même à la recherche d'un 4e marché clé en Europe, à côté de la Belgique, Portugal, UK. On cherche un 4e grand marché pour avoir, je dirais, le total des résultats qui sont faciles à envoyer au groupe et payer de dividendes pour que ce montant augmente. De l'autre côté, on a aussi déclaré qu'on cherche à continuer à créer l'expansion en Asie, mais plutôt un peu dans le domaine non-vie, dans les pays où nous sommes en assurance-vie. C'est pour ça qu'on a, il y a 2 ans, pris une participation dans un assureur indien en non-vie, qu'on fait maintenant l'opération avec Taiping Re. Et entre-temps aussi, l'Asie nous donne plus ou moins 100 millions de dividendes par an. Donc, et ce ne sont pas vos actionnaires de référence, comme Fosun ou Ping An, qui vous demandent d'aller un peu plus vers... Non. Écoutez, nous sommes une société cotée en bourse, on est plutôt en free float. Donc, vous citez là 2 actionnaires qui ont un peu plus de 5%. Pour le reste, notre actionnariat est très dispersé. Et donc, on a notre stratégie qu'on essaye de suivre et où, à nouveau, dans le nouvel exercice qui va bientôt être lancé, on va revoir certaines choses. Par exemple, est-ce qu'on doit raffiner les critères d'investissement? Est-ce qu'il faut peut-être aller vers d'autres continents? Mais pour le moment, ce n'est pas encore décidé. Mais vous dites justement, voilà, l'actionnariat est assez diversifié. Ça veut dire aussi que vous êtes vulnérable. Donc, en septembre, il y avait encore eu cette offre que vous avez jugée irréaliste d'un groupe d'investisseurs belges. Est-ce que c'était simplement parce que le prix était trop faible ou parce que le dossier en soi ne tenait pas la route? Écoutez, l'offre qu'on a eue, et on était très strict dans notre communication là-dessus, c'est-à-dire, écoutez, on a reçu une offre qu'on a étudiée dans tous ses aspects et pas uniquement prix, et on l'a jugé l'offre non réaliste. Quand pour nous, il y a une proposition, il faut que cette proposition supporte la stratégie, que toutes les parties prenantes sont prises en compte et pas uniquement l'actionnaire. Aussi, par exemple, notre rôle vis-à-vis de la société qu'on assume doit être confirmé. C'est aussi une question, est-ce que c'est point de vue régulateur, acceptable, cette offre et tout ça. Un mot là-dessus, c'est qu'avec l'argent qu'il y a, et vous avez montré l'argent sur les comptes d'épargne et vous avez cité aussi le montant des sommes qui sont sur les comptes courants. Oui. Déjà avec ça, on pouvait acheter pas mal d'assureurs. Donc, et avec l'argent qui est aussi en main des GAFA et autres, on dit toujours chaque assureur est quelque part et beaucoup de banques sont prêts à être repris par d'autres groupes. Mais il faut savoir que pour nous, auparavant, on avait 2 poison pills. La première était toute la litigation de Fortis. OK, mais là, on a choisi quand même de solutionner ça, aussi dans l'intérêt de nos actionnaires. Le deuxième poison pill qu'on a, ce sont toutes ces participations dans des activités en Asie, où il y a toujours une clause de changement de contrôle. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une offre sur AGEAS qui n'est pas friendly, qui n'est pas en accord avec le conseil et le management, risque d'être une acquisition où après, les gens ne savent pas ce qu'ils vont vraiment acheter, parce que tous ces partenaires ont la possibilité de dire, écoutez, il y a un changement d'actionnaire, moi je sors du joint venture, et il y a des conditions qui sont
connus au grand public, mais qui peuvent être contre les intérêts de quelqu'un qui veut faire une offre sur Ageas. Donc c'est pas si simple non plus de faire une offre sur nous. Ok. Je vais encore vous poser une question, mais je vais d'abord demander donc à la régie de lancer le vote. Donc je vais vous demander au fait de donner votre avis. Donc investiriez-vous donc désormais en Ageas? J'ai peut-être une dernière question. Donc vous allez très prochainement donc détacher donc un dividende de plus de 2 euros. Pendant toute votre, on va dire, pendant toute votre carrière ici, donc depuis 2009, Ageas a distribué facilement pour environ 6 milliards donc, de dividendes, mais également de rachats d'actions propres. Donc, certaines personnes dans la salle disaient, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plutôt ces moyens, donc ce dividende, pour racheter à la limite un peu plus d'actions, vu que le titre a justement baissé par rapport à janvier, quoi. Ouais, il y a plusieurs éléments, hein. D'abord, on a toujours dit que aussi longtemps qu'on avait des montants considérables en cash dans le groupe et qu'on ne voyait pas assez de possibilités de racheter des activités d'assurance, qu'on voudrait utiliser une partie de ce cash pour racheter nos actions et comme ça augmenter la valeur par action par action. Mais il y a aussi des limites, hein. Par exemple, le volume que tu peux racheter par jour, hein, par mois et tout ça. Et de l'autre côté, on a toujours dit, notre première préférence, au lieu de faire des rachats d'actions, est quand même d'investir dans les activités d'assurance. Mais chaque fois, on fait ce check, hein. Est-ce que racheter une compagnie parce qu'on a de l'argent et sans que cette compagnie, au niveau stratégique, rassemble à ce qu'on veut faire, ou sans qu'on a la certitude que cette activité donnera un return qui est acceptable pour nous, alors on préfère ne pas faire l'acquisition. Oui. Et donc, à ce moment-là, retourner une partie du cash aux actionnaires. Bien sûr, entre-temps, avec le Fortis Settlement, pour lequel on a quand même remboursé, ou en total aurait remboursé 1,3 milliard aux actionnaires, oui, avec les 6 milliards que vous citez, hein, comme dividendes et buyback c'est plus ou moins 2 milliards. Le cash qu'on a disponible est plus ou moins 1 milliard. Hein, dont il y a une partie qu'on veut quand même garder comme buffer, hein, pour ne jamais être en problème de liquidité. Parce que d'ailleurs, le régulateur, vous avez dit, mieux vaut ne pas le verser, quoi. Donc, oui, non, le régulateur a demandé à tous les assureurs de ne pas payer de dividendes, pas de faire de buyback et tout ça. Et nous avons, en commun accord avec le régulateur, décidé de quand même payer des dividendes. Et une des raisons pour ça, c'est que c'est notre promesse. Et on veut toujours garder nos promesses. Il y a beaucoup de gens, hein, 22% de nos actionnaires sont aussi des particuliers, qui comptent sur les dividendes pour compléter leur pension. Et on ne trouve pas que, tenant compte de notre solvabilité qui est très forte, le cash qu'on a, les résultats qu'on a aussi pendant la crise Covid maintenant montré, on ne trouve pas qu'il y a de raisons pour ne pas respecter notre promesse vis-à-vis de nos actionnaires. Eh bien, ça va. Merci bien, Monsieur De Smet.